Bienvenue à cette nuit de la science, cette année sur le thème de l'eau et des océans. Je m'appelle Laurent Vendongeon et je suis enseignant-chercheur à l'Université Bretagne Sud au laboratoire de biotechnologie et chimie marine. Ma spécialité, c'est la physico-chimie des bioprocédés appliqués aux algues marines ainsi qu'à l'eau de mer. Ce soir, je vais vous présenter une conférence sur l'eau que nous allons mettre en lumière, car elle nous est tellement proche que nous oublions trop souvent sa présence. Et pourtant, comme nous le rappelle Thalès, tout vient de l'eau, c'est-à-dire qu'elle constitue le principe explicatif de toute chose. Thalès s'est inspiré en cela du Noun égyptien. Le Noun, c'est l'océan primordial, la représentation de l'état précréatif de l'univers. Le Noun, c'est aussi une immensité d'eau immobile, sans forme, où ni le temps ni l'espace n'existent, rejoignant ainsi par certains aspects les théories d'Einstein et la physique quantique, mais des milliers d'années plus tard. Pour comprendre l'importance de l'eau dans le monde vivant, on va commencer par voir que les vibrations du son créent dans l'eau les formes du vivant. C'est un peu comme voir l'eau danser. En effet, dans la vidéo ici, des formes caractéristiques en étoiles apparaissent aux fréquences de résonance de l'eau, qu'on appelle des harmoniques. Observez que les étoiles ont le même nombre de branches que le multiple de la fréquence de résonance. Si on s'intéresse maintenant aux orbitales électroniques de l'atome d'hydrogène, vous voyez sur les clichés de gauche les nuages électroniques visibles qui entourent le noyau atomique qui lui est invisible. Sur la photo juste à droite, ce sont des visualisations à différentes fréquences de vibration de grains de sable déposés sur une plaque métallique et connue sous le nom de figure de Chladni. La ressemblance est frappante avec les nuages électroniques, n'est-ce pas? On peut faire la même chose avec de l'eau. Et cela s'appelle la cymatique. C'est pourquoi la cymatique permet d'illustrer auprès du grand public des phénomènes complexes, comme le fait que l'eau pourrait constituer une sorte d'interface entre les mondes visibles et invisibles. Eh bien, la cymatique existe dans la nature. Voyons l'effet cymatique du chant du crapaud sur l'eau. Des ondulations apparaissent autour du crapaud dans la zone qui est entourée en rouge. En fait, quand nous faisons de la cymatique, eh bien, nous ne faisons rien d'autre que du biomimétisme. Quels sont les autres effets du son dans la nature? Prenons quelques exemples documentés dans des revues scientifiques de premier plan. Le bourdonnement des abeilles a un effet sur la teneur en sucre dans le nectar des fleurs. Le bruit des chenilles entraîne la sécrétion d'anticorps dans les feuilles pour se protéger. Et même le bruit de l'eau semble attirer les racines des plantes, selon le célèbre biologiste italien Stefano Mancuso. Eh bien, j'ai trouvé encore plus fort que le crapaud, le poisson globe. Celui-ci crée dans le sable, avec ses nageoires, un motif de 2 mètres de diamètre, ressemblant à de la cymatique. L'objectif pour le poisson, c'est d'attirer une femelle pour y pondre ses œufs. Et il semblerait que plus le motif est complexe, plus le poisson a de succès auprès de ces dames. Il resterait donc à tester le pouvoir de séduction de la cymatique chez l'être humain. Lorsque l'humain crée des motifs géométriques symétriques, on appelle cela des mandalas.
Effectivement, le mandala semble avoir un effet euphorisant sur les participants sur cette plage bretonne dans le Finistère. Quant à moi, je n'ai ni l'instinct du poisson globe, ni le talent des créateurs de mandalas géants sur les plages. Alors, j'ai fabriqué un cimascope. Le principe est simple. Un générateur basse fréquence, un transducteur, une coupelle remplie d'eau surmontée d'un éclairage adéquat. Voici un extrait d'une vidéo que j'ai réalisée et qui est en ligne sur YouTube. Mon objectif, c'est d'obtenir un niveau de détail suffisant pour me servir bientôt du cimascope comme d'un nouvel outil d'analyse de l'eau. La cimatique permet aussi une rencontre entre les arts et la science. Par exemple, ici, nous travaillons dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire sur les chants composés par Hildegard von Bingen, médecin et abbesse du XIIe siècle. Nous cherchons à évaluer l'impact de ces chants sur l'eau, les plantes et les humains. La ressemblance entre les motifs de cimatique et les enluminures peintes par Hildegard est frappante, d'autant plus si on considère l'art de Hildegard comme visionnaire. Grâce aux ordinateurs, on peut aujourd'hui faire de la cimatique par simulation numérique. Mais attention, dans ce cas, on ne pourra évidemment pas prendre en compte les interférences entre les vibrations du son et les caractéristiques de l'eau liquide. Alors pour ceux qui veulent tester, il y a le logiciel Chladni Plate ou le logiciel COMSOL sur PC. Il y a aussi des applications sur téléphone portable, Sound Visualizer ou Project M, dont voici une vidéo enregistrée au son d'un bol tibétain. La cimatique nous a permis d'établir des collaborations avec des artistes pour la création d'œuvres ou de spectacles. Le but est de rendre accessible au grand public des notions complexes liées au rôle de l'eau dans le vivant, en montrant que l'eau constitue une interface entre le monde invisible, c'est-à-dire le champ d'information du vide quantique, et le monde visible, c'est-à-dire la matérialisation par décohérence quantique. Cette corrélation entre les ondes sonores observées dans l'eau et les formes rencontrées dans la nature n'est pas due au hasard. L'une des clés de compréhension est le triangle de Pascal. Si on additionne toutes les valeurs sur une ligne, on obtient un nombre, sur la gauche du diagramme, qui s'inscrit dans une suite harmonique musicale. Si on additionne cette fois-ci les cases en diagonale, on obtient un nombre, à droite sur le diagramme, qui s'inscrit dans la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, elle est parfaitement reconnaissable dans les formes spiralées rencontrées dans la nature. Donc le triangle de Pascal établit un lien cohérent entre les fréquences sonores non visibles et les formes visibles dans la nature. Les mystères de la relation entre l'eau et les ondes ne s'arrêtent pas là. La sonoluminescence est l'émission de lumière dans l'eau par des bulles de gaz dont on fait varier le diamètre par des ultrasons. Certains physiciens prétendent que la propagation d'ondes sonores, mais cette fois-ci dans le domaine des fréquences audibles,
pourrait elle aussi générer des ondes électromagnétiques de type infrarouge lors des collisions inélastiques des molécules d'air. Question: et si les effets du son sur le vivant étaient de manière indirecte un effet de la lumière sur l'eau interfaciale? Je viens d'employer un terme, eau interfaciale. C'est la découverte d'une eau qui se situe aux interfaces, formant une sorte de gel aux propriétés très particulières et qu'on qualifie de quatrième état de l'eau, les trois autres états étant solide, liquide, gaz. Dans cette zone interfaciale, les molécules d'eau s'organisent de manière cohérente et il y a apparition d'une polarisation de charge. Cette structure cohérente est susceptible de favoriser aussi la transmission d'un signal électrique ou d'une information au sens d'un courant protonique, comme dans le mécanisme de von Grotius que vous pouvez voir sur l'animation. Effectivement, l'eau interfaciale est influencée par la lumière, notamment par les rayonnements infrarouges, puisqu'on a observé au labo un accroissement de l'épaisseur de la couche d'eau interfaciale après exposition aux infrarouges. Alors nous envisageons de tester maintenant dès que possible si le son a le même effet sur la zone interfaciale. Ce que nous avons vérifié aussi au laboratoire, c'est que non seulement l'eau interfaciale est sensible à la lumière, mais, chose beaucoup plus surprenante, elle peut produire de la lumière. L'expérience consiste à exposer une eau à un champ électromagnétique et à mesurer son spectre d'émission en fluorescence. On constate que l'eau magnétisée émet plus de photons qu'une eau non magnétisée. Une explication a été proposée par le professeur Voïkov de l'Université de Moscou. Il s'agirait d'une transformation de l'eau interfaciale en eau amorphe, en passant par un état intermédiaire d'espèces réactives à l'oxygène qui entraîne la production d'une énergie lumineuse. Ces résultats sont importants car ils pourraient appuyer l'hypothèse d'une communication cellulaire par biophotons. Des chercheurs en 2021 ont déjà montré que des cellules peuvent émettre un flash de lumière lors d'une exposition à un champ électromagnétique grâce à la présence de cryptochrome. Voyez sur la vidéo de gauche le flash de lumière. De notre côté, nous avons montré qu'un fluorochrome émet plus de lumière dans une eau préalablement magnétisée. C'est la vidéo de droite. C'est donc l'eau interfaciale qui amplifie l'émission de lumière par le pigment et elle aurait donc un rôle majeur à jouer si la communication cellulaire par biophotons existe. Ce que je viens de vous expliquer concernant le rôle de l'eau interfaciale est une position encore un peu avant-gardiste. Heureusement, la situation évolue et les résultats les plus récents et les plus sérieux sont en accord avec mes travaux de recherche. À titre d'illustration, et puisque nous sommes sur le thème des océans pour cette nuit de la science, j'ai choisi de vous montrer que l'eau interfaciale des océans agit sur le climat de notre planète. Je m'appuie sur un article de 2024 paru il y a quelques mois dans la prestigieuse revue Nature Chemistry. Un groupe de chercheurs a montré que les molécules à la surface de l'eau salée s'organisent
de manière à créer un effet de pile électrique, générant un champ magnétique. À la surface des océans, il y a donc de vastes champs magnétiques de faible intensité qui s'additionnent aux champs magnétiques terrestres, comme on le voit sur l'animation. Cela a été confirmé par les satellites de l'ESA qui ont observé que ces champs magnétiques évoluent en fonction des marées et des courants océaniques. Ces données capitales dans les modèles climatiques ne sont pas encore prises en compte. On peut donc s'attendre à des corrections importantes dans les modèles de prévision des changements climatiques. Enfin, pour terminer, un dernier exemple d'une étude très récente mettant en œuvre de gros moyens pour la mise en évidence du rôle majeur de l'eau interfaciale à la surface des océans. Selon le professeur Wozniak de l'Université du Delaware, la compréhension des échanges de matière entre l'air et l'océan est vitale pour comprendre la régulation du cycle du carbone et le climat. Voyez donc que l'eau interfaciale est en train de devenir un sujet de recherche de premier plan. Cette découverte scientifique apparemment mineure d'un quatrième état de l'eau va avoir des conséquences majeures dans notre vie présente et future. Alors je vous informe aussi que je propose ce soir un atelier de démonstration de la cimatique. Et vous pourrez voir comment on peut réaliser des figures de cimatique dans l'eau. Sinon, voici déjà un exemple de cimatique par simulation numérique qui peut être réalisé sur la musique de votre choix avec le logiciel Soledine.